Cher futuronaute, un autre fragment vient d'émerger. Il s'est formé non pas dans un laboratoire ni dans un calcul mathématique, mais dans une zone plus subtile. Celle où le soi commence à vaciller, où ton identité se module, s'ajuste, s'érode parfois, jusqu'à laisser passer autre chose. Cette nouvelle fiction immersive s'intitule « Le quatrième nom ». Tu y rencontreras Khan, un jeune homme traversé par ses propres versions de lui-même, dans un monde où les identités deviennent adaptables, où les émotions se configurent et où l'on finit par douter de qui prend la parole en soi. Ce n'est pas un récit dystopique mimant la schizophrénie naissante de tes avatars, mais tu connais mon ADN maintenant, c'est une anticipation humaniste qui vise à élargir ton imaginaire pour te permettre de penser l'avenir avec confiance et de le créer avec enthousiasme. C'est une expérience sensible, une immersion dans un avenir en gestation, parce que ce que tu vas entendre existe en partie déjà, sous d'autres formes, plus discrètes, mais bien vivantes, et je les décrypte pour toi à la fin de cette nouvelle. Je suis Alma Khan, et je t'invite à écouter ce fragment avec l'oreille du cœur, celle qui reconnaît ce qui vibre juste, même quand cela parle d'avenir. Bon voyage dans ce futur possible. Je m'appelle Khan, ou plutôt, je m'appelais Khan ce matin. Ce soir, c'est un autre qui prend le relais, un autre que je connais trop bien. C'est en relisant mes propres mots que j'ai compris. Ce n'était pas moi qui avais choisi la formulation, ni l'heure d'envoi, ni même la décision qu'elle contenait. Je l'ai simplement constaté une fois le message parti, verrouillé, signé d'un nom que je n'avais plus prononcé depuis des mois. C'est mieux qu'on arrête là. Tu mérites quelqu'un de plus stable. Hélion. Hélion. Ce nom a claqué dans ma gorge comme un ressort mal enclenché. Je suis resté immobile, sans saisir tout de suite ce qui me frappait le plus. La sécheresse de la missive, son implacabilité, ou le fait que je ne me souvenais pas l'avoir écrite. Je l'ai relue 1 fois, 2 fois, 10 fois, à croire que la déchiffrer pouvait inverser le cours des choses, ramener le temps en arrière, effacer ce que j'avais, malgré moi, provoqué. Mais le message était parti, et Laïa l'avait consulté. Elle n'a pas répondu. Son silence m'a traversé telle une lame douce. Pas un cri, pas un reproche, seulement l'évidence d'un retrait propre et sans éclat de voix. Soudain, une sensation étrange tente de se répandre, une chaleur confuse dans ma poitrine, suivie d'un frisson presque imperceptible, comme si quelque chose se distendait en moi. Ce n'était pas de la tristesse ou de la culpabilité, c'était plus diffus, plus insidieux. Une sorte de glissement, une perte de densité. Je sens ma propre présence se retirer à l'arrière-plan. Une version de moi plus fine, plus pâle, semble vouloir prendre sa place au centre. À cet instant précis, ce qu'il me reste, à moi, ce qui subsiste vraiment, c'est un vertige sourd. Pas une chute, mais une dissolution. J'étais en train de m'éloigner de moi-même. C'est toujours ainsi que ça commence. Un détail déplacé, un mot que je n'aurais jamais choisi, un ton trop sec, une ponctuation que je n'utilise pas, une intention qui semble m'échapper au moment même où je la formule. Des fractions de pensée, d'émotions ou de décisions quasi invisibles, mais assez dissonantes pour que je sache que cela est en moi, délibérément, mais sans moi. J'ai d'abord mis ça sur le compte de la fatigue, des cycles du sommeil mal régulés, du stress, un débordement de moi-même temporaire, rien de grave. Mais ce soir, il n'y a plus d'alibi possible.
Je suis encore là, oui, mais occupée. Occupée par autre chose, par quelqu'un d'autre. L'interface cérébrale affiche les profils et le miroir cognitif s'ouvre, lentement, semblant hésiter à me refléter. Un écho flou se stabilise en quelques secondes et là, dans la cartographie, elles sont toutes présentes. 12 identités modulaires, 12 versions de moi, chacune calibrée pour un contexte, un objectif, une tâche spécifique. Certaines floues, inopérantes, d'autres flottantes, prêtes à s'activer. Mais un seul domine aujourd'hui. Hélion. Son centre est ordonné, sa lumière invariable, son architecture impeccable. Il occupe tout l'espace, droit, méthodique. Son regard n'a rien d'hostile, il n'en a pas besoin. Il sait qu'il a la main. Je reste un moment à l'observer sans scier. Il n'a pas l'air agressif, juste étrangement sûr de lui, comme s'il me contenait déjà, comme si j'étais, selon sa vision, une version archaïque, hors de contexte. Pourtant, au bord du champ visuel, un halo faible pulse. Une présence recroquevillée, éthérée, en exil. Ce nom me revient à l'instar d'un parfum oublié, un courant d'air d'avant les normes d'augmentation mentale et les avatars autonomes. Kael. J'ignore pourquoi je cligne des yeux, peut-être par réflexe d'auto-validation ou bien parce que ce soir je n'ai plus rien à perdre. L'interface demande un code d'autorisation manuelle. Mes doigts le tapent sans que j'ai besoin d'y penser, par injonction intérieure ou par automatisme. Et dans l'intervalle qui suit, je le réveille. Il met du temps à se matérialiser. Il ne cherche pas à s'imposer. Il semble attendre. Il est plus petit que dans mon souvenir, plus jeune aussi. Il porte la lenteur du monde à l'état brut, celle qu'on n'a pas encore traduite en productivité, en performance. Voilà qu'il me parcourt, mon visage. Je suis Kael. Tu m'as mise en veille, non pas parce que je te fragilisais, mais parce que je te rendais vivant, et qu'il t'avait convaincu que cette vitalité n'était pas rentable. Je reste là, face à l'un de moi-même, face à lui, à moi. Il n'y a pas une seule expression ou oscillation à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout se déplace. Tu te rappelles ? Tu courais dans les escaliers qui mènent au grenier pour regarder la pluie tomber depuis le toit. Tu croyais qu'elle avait un message. Tu prenais le temps de l'écouter. Sa voix n'a pas changé. Elle me traverse tel un filament incandescent logé dans les fibres les plus anciennes de mon identité. Elle ne juge pas, n'analyse pas. Elle me restitue. Quant à moi, Can, je ne dis rien. Pas par mutisme, mais par la force du centre de gravité. Un cliquetis sourd annonce l'arrivée d'Hélion, qui s'invite dans un espace sans cérémonie, avec la mécanique froide de ce qui est légitime. Je suis la puissance des lions. Kael est obsolète. Laisser une part inactive consomme de l'énergie mentale. Il faut optimiser, rationaliser, réaligner ton énergie intérieure. Mais cette fois, Kael ne recule pas. Tu es utile, Hélion. Mais tu n'es pas le seul à être nécessaire. Je regarde leurs deux formes se jauger, et c'est là que l'évidence s'impose. Ni l'un ni l'autre ne suffit.
pas même les 12. Kael persiste. Il rayonne d'une lumière mate, de celle qu'on ne voit que lorsque le système est en surchauffe. Hélion, lui, reste imperturbable, glacial. Sa présence pèse derrière mes globes oculaires. Il attend. Non pas que je choisisse, mais que je cède. Je ne veux plus obéir, ni à lui, ni à Kael, ni à cette interface qui exige de moi que je me découpe en unités fonctionnelles, que j'opte pour la performance plutôt que l'intuition, pour le calcul au détriment de l'émotion. Je quitte l'apparentium et j'accède au niveau profond du miroir cognitif. C'est un territoire mental qui n'est pas cartographié. Il est incertain, oscillant, non balisé. Ici, le moi n'a plus de forme. Il se confond dans des traces neuronales imbriquées et ses représentations perdent leur contour. Il ne reste que des tensions résiduelles, des cristallisations, des motifs inachevés. On appelle cet espace le plan neutre. C'est là que l'on archive les fragments instables, les versions refusées, muselées ou hybrides, des embryons d'identité jamais menés à terme. Je m'avance dans une zone obscure, non dépourvue de présence, mais dénuée de repères. Je perçois pourtant des ombres. Ce ne sont pas des modules, ce sont des échos. Il semble que chaque version que j'ai un jour rêvée, chaque moi que je n'ai pas osé devenir, ait laissé ici une empreinte en suspens. L'un d'eux me frôle. Je me fige. Il n'a pas de code défini, pas d'apparence, mais il connaît mon nom. Il le prononce sans articuler, directement dans ma chair, dans mon ADN, dans les fêlures de mon esprit ou, que sais-je, peut-être même dans mon âme, si elle a survécu. Kan, tu n'as plus besoin de nous trier, de nous séparer. Tu peux nous accueillir. Tous. Le temps paraît se suspendre. Je comprends alors que ce n'est pas une fusion que je cherche. Ce n'est pas non plus un effacement sélectif ou total, ni même une synthèse parfaite. C'est un langage d'ensemble, pour l'ensemble. Un espace capable d'embrasser les contradictions, les pulsations contraires, les versions qui ne cohabitaient que par volition ou par omission. Un corps intérieur qui ne choisit pas, mais qui contient tout. Je sens progressivement un point s'ouvrir, pur, clair, juste sous le sternum. Une sorte de bascule, de déclic doux et définitif, comme si une polarité venait de s'inverser en moi. C'est alors qu'il apparaît. Pas Kael, pas Hélion, pas une énième version décisionnaire dans un environnement donné, non. Quelque chose d'autre. Quelqu'un d'autre peut-être. Un nom sans passé, sans programme, sans cible assignée. Il ne se matérialise pas comme mes alter-ego. Il ne cherche pas à briller. Il se forme lentement dans l'air médian, s'autorisant peu à peu à exister à travers moi sans avoir besoin d'emprunter mes contours. Il propage une forme d'harmonie que je n'ai jamais connue. Il parle sans voix, à l'intérieur du silence. Je suis humain. Je ne suis pas la somme de tes identités. Je ne suis pas vous. Je suis ce qui émerge quand vous cessez de vous soumettre à la logique d'une perfection infaillible. Je n'ai pas peur. Je ne suis plus Kan, mais je ne suis pourtant pas désagrégé. Je suis présent, en expansion dans une cohérence intérieure qui ne demande plus à choisir. Je rouvre les yeux,
je suis déconnecté de l'interface. Je suis pleinement dans le réel, assis sur le canapé rouge dans mon appartement. Tous les écrans sont en veille. Je ne sais plus depuis combien de temps je dérive dans les méandres de mes propres synapses. L'air est chargé d'humidité et j'ai envie de grimper sur le toit pour étreindre les nuages. Laïa dort nue dans la chambre à côté, dont la porte est grande ouverte. Je n'avais pas annulé notre rencontre. Je présumais qu'Elion l'avait fait, mais il ne l'avait jamais envoyé. Il s'était contenté de rédiger le message puis de me le soumettre. C'est moi qui l'avais validé, ou cru l'avoir validé, ou refusé de m'en souvenir, je ne sais. Je me lève. Je me dirige vers notre chambre. J'effleure les draps froissés, pose la main sur la peau de Laïa. Et dans ce geste, je me sens complet. Pas parfait, ni lissé, ni fragmenté, mais présent, rassemblé de part en part pour la première fois. Le monde exige que je sois performant grâce à des identités modulaires alternées, mais je choisis d'être multiple et d'accueillir toutes les versions de moi-même en un seul lieu. Je ne suis plus une variante parmi d'autres, je ne suis plus un masque. Je suis humain. Parce qu'humain, ce n'est pas un nom, c'est ce que je suis quand je cesse de vouloir devenir quelqu'un. En futuronaute accompli, tu viens de traverser un futur possible. Mais ce que Khan a expérimenté ne provient pas de nulle part. C'est pourquoi maintenant, je t'invite à revenir dans le présent, à écouter ce qui déjà dans notre monde prépare ce genre de mutation intérieure. Voici la préquelle de cette fiction ou l'empreinte d'un avenir en train de naître, et rappelle-toi. Le futur n'est pas un verdict, c'est une matière vivante. Il ne se subit pas, il se crée. Préquelle. Ces graines de présent qui ensemencent le futur. Le moi sous condition. Vers une architecture intérieure évolutive. Et si l'être humain n'était pas une unité, mais un archipel? Si la cohérence de notre personnalité n'était qu'un masque, un filtre posé sur une pluralité bien plus vaste, bien plus mouvante et déjà observable? Car nous sommes multiples et probablement bien au-delà de ce que nous avons jamais été. Les sciences cognitives modernes révèlent ce que les traditions philosophiques pressentaient depuis des siècles. Le soi est un processus, pas une entité. Un entrelac d'états mentaux, de voies internes, d'habitudes neuronales qui se tissent au fil du temps et des contextes. Le neurologue Antonio Damasio parle de sentiment de soi, un fil fragile qui émerge d'un dialogue constant entre le corps, l'émotion et la mémoire. Le philosophe Daniel Dennett, lui, évoque un centre narratif de gravité, pure illusion de continuité. Enfin, Richard Schwartz, thérapeute, a formalisé ce que beaucoup vivent sans le dire. Nous sommes constitués de parts internes, parfois en conflit, parfois en exil, parfois prêtes à coopérer. Les technologies de modulation identitaire. Le soi pilotable. Ce que la psychologie nomme aujourd'hui théorie des sous-personnalités ou Internal Family Systems devient, avec les technologies actuelles, un terrain d'expérimentation active. Les architectures du soi augmenté existent déjà. D'autres sont en train de germer. Et toi, lecteur, lectrice ou auditeur, auditrice, es-tu si loin de tout cela? Tu as probablement déjà commencé à modeler ton moi numérique augmenté. Tu as peaufiné ton avatar sur les réseaux, tu appliques un filtre qui t'adoucit, t'accentue ou t'efface. Tu mets en scène une esthétique, une posture, une émotion.
Tu sculptes finalement à ta manière la partie émergée de l'iceberg, celle que l'on accepte, que l'on valide socialement, que l'on applaudit, que l'on like, alors qu'on sait tous que c'est la partie immergée qui a fait couler le Titanic. Tu crées les codes de ta personnalité, tu crois piloter l'image, mais en jouant le jeu, tu as peut-être déjà ouvert une brèche dans ta coque. Parce que pendant que tu ajustes les apparences, d'autres affûtent l'infrastructure. Des chercheurs et des entreprises conçoivent déjà des avatars cognitifs personnalisés ou des moi numériques. Des assistants capables de ressentir et d'exprimer des émotions profondes et des intelligences artificielles entraînées à mimer ton comportement, apprenant à penser comme toi. C'est le cas des plateformes d'IA dont le nombre croît de manière vertigineuse chaque jour et qui développent des doubles conversationnels pouvant apprendre et imiter nos réponses, notre ton, nos émotions et s'exprimer à notre place sans que personne n'y voit la différence. L'équipe de Ray Kurzweil crée, elle, des jumeaux numériques, c'est-à-dire ton double numérique conçu pour prendre des décisions à ta place en vue d'améliorer tes performances, comme les Digital Sales de Google DeepMind ou encore les coachs cognitifs embarqués d'IBM. Il existe aussi, forcément, tu as dû déjà en entendre parler, le projet Eternheim, désormais intégré dans les recherches mémorielles, qui propose de créer une version numérique d'un individu capable de continuer à interagir après sa mort. En d'autres termes, il s'agit de créer l'avatar d'une personne décédée qui pense, parle et agit exactement comme elle de son vivant. De quoi exploser le processus du deuil. Côté neurosciences, les interfaces cerveau-machine progressent rapidement, comme celle de Neuralink, NextMind, Cognition, qui permettent une communication directe entre notre pensée et des systèmes externes. En France, on mène aussi des recherches sur les neurofeedbacks adaptatifs capables de réguler les états émotionnels en temps réel. Enfin, la neuroergonomie, de son côté, cherche à moduler les états mentaux pour améliorer ton efficacité, ta résilience ou ta docilité selon les tâches, les environnements ou les objectifs. Bref, ce n'est plus de la science-fiction, c'est la carte embarquée de nos futurs mentaux ou le soi à la carte si tu préfères. Nous entrons dans une ère où nos versions pourront être activées, modulées, reconfigurées selon l'usage. Une ère où l'unicité du moi ne sera plus un idéal, mais un choix parmi tant d'autres. Un choix que tu feras ou que d'autres feront à ta place si tu ne t'y prépares pas. En clair, les briques sont posées. Ce qui relevait du soin ou de l'introspection devient peu à peu une ingénierie du soi. Des fragments de nous-mêmes que nous pourrons activer à la demande comme on lance une application. Et avec elle, la tentation de calibrer nos identités selon les besoins de l'environnement, les tendances du marché, plutôt que selon notre écologie intérieure. Du soi parfait au soi complet. Ces graines de futur poussent donc déjà sous nos pieds, dans les algorithmes qui apprennent à nous connaître mieux que nous-mêmes, et dans les pratiques sociales, bien entendu, qui nous demandent d'être performants mais humains, adaptables mais sincères ou authentiques, esthétiquement parfaits mais normaux, bref. Alors, face à cette multiplicité de moi à venir, devrons-nous choisir quelle version garder? Ou en éliminer certaines? Ou les fusionner toutes? Ou encore, accepter de devenir un écrin habitable, où coexistent les contradictions, où chaque part a sa place, éparse mais rassemblée, et où l'on cesse de trier, de diviser pour commencer à être. Simplement être. Intégral, entier, souverain. C'est cette question que soulève le 4e nom, la fiction de Cannes, et avec elle, peut-être, la tienne. Tu viens d'écouter le 4e nom, la 3e fiction de la saison 1 de Fragments de futur possible sur les altérations du soi. J'espère que ce voyage aux côtés de Cannes t'a touché, questionné ou peut-être simplement laissé une trace, quelques bribes de futur dans ton présent. Et si ce fragment a éveillé quelque chose en toi, une émotion, une vision, une envie d'aller plus loin, alors fais-le vivre.
Like-le, partage-le, transmets-le. Les futurs les plus féconds naissent dans l'intime, mais ils se déploient par contagion douce, de conscience à conscience. Merci de voyager avec moi à travers ces futurs possibles. On se retrouve très bientôt pour un nouveau fragment.